hello, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et là, on a le Q&A aujourd'hui, je sais plus le numéro, mais 50 et quelques, il me semble. 59, il me semble. J'espère que vous allez bien, merveilleusement bien comme d'habitude. Moi, ça va. J'ai eu quelques jours un peu compliqués, pas mal d'anxiété, par rapport à mon déménagement prochain, tout ça. Mais, ça, comment dire? Bon, c'est passé parce que c'était aussi un petit peu hormonal, on va pas se mentir. Mais, aussi j'ai fait une méditation en fait qui m'a vachement aidée et c'était rien de compliqué, vraiment rien de très élaboré. C'était juste hier matin, je me sentais très anxieuse au réveil et j'ai fait mon yoga, juste une séance de yoga et à la fin, je suis restée simplement assise et je me suis dit: «OK, je suis anxieuse, au lieu d'essayer de le repousser et de le nier quelque part, je me suis dit, je vais me laisser être anxieuse. Là, je suis dans un environnement safe, je suis dans ma pièce avec mes animaux, dans mon petit espace yoga. Il n'y a rien de mal qui peut m'arriver. Je vais juste essayer d'écouter un peu mon anxiété, de lui demander, OK, de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? Et en gros, juste la laisser s'exprimer, la laisser me dire, OK, qu'est-ce qui t'effraie tellement? Et j'avais pas vraiment de réponse, en fait, à ça. C'est ça qui m'a fait me dire que c'était vraiment juste de l'anxiété pure, vraiment juste une crise d'anxiété un peu indéterminée. Mais je sais pas trop où je vais avec ça, hein. J'improvise, je vous raconte ma vie. Voilà, simplement, c'est un truc à essayer de votre côté si vous êtes en proie à l'anxiété de temps en temps, si vous avez ce genre de moments où tout est un peu too much et vous sentez que vous avez plein d'émotions à l'intérieur, qui a envie de sortir, qui a envie de bouillir et que vous savez pas trop quoi en faire. Asseyez-vous calmement dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, dans un endroit où vous vous sentez bien. Fermez les yeux ou bien juste regardez dans le vague et puis laissez l'émotion s'exprimer, vous dire ce qu'elle a à dire et autorisez-vous à avoir peur, autorisez-vous à avoir ce sentiment inconfortable qu'on peut avoir, quand on est comme ça dans des moments un peu dans l'émotion. Heu Autorisez-vous à avoir ça dans cet endroit qui est safe, en fait et vous allez voir que c'est certainement moins terrible que ce que vous imaginez et que vous allez peut-être avoir des pensées ou des choses qui vont remonter et qui vont vous aider à avancer un petit peu plutôt que de faire ce que je faisais, en fait, juste avant, c'est-à-dire de bosser et d'essayer de faire autre chose, d'occuper mon esprit pour ne pas être aussi anxieuse, ne pas penser à tout ce qui peut mal se passer et en même temps ça vient quand même polluer les pensées, les activités au quotidien donc c'est voilà, juste donner l'occasion un peu à l'émotion de s'exprimer, aux pensées de se formuler complètement. Ça peut être un bon exercice, ça peut être un bon exercice donc voilà, n'hésitez pas à essayer ça si ça vous arrive, je vous le souhaite pas. Mais je pense que ça arrive à la plupart des gens, en tout cas, de temps en temps, de se sentir un petit peu dépassé comme ça par les émotions. Surtout dans des moments de transition un peu compliqués comme ce que je vis en ce moment. Mais voilà, j'ai hâte que ce soit derrière moi. Plus qu'un mois, un gros mois normalement et puis j'y serai. Donc on power through. OK, je passe aux questions ou bien je continue à vous raconter ma life? Je sais pas. Je vais passer à la première question. Alors c'était pas une question en fait, d'ailleurs. Première, c'était pas de question, mais juste une remarque. Je vais tenter le yoga avec mes petits cette année. Et donc c'est une de mes clientes euh, qui euh, qui est professeure des écoles en maternelle avec les tout petits. Et du coup, on avait déjà fait du yoga avant ensemble, mais là, on a commencé de façon one-to-one, en cours particulier avec mon programme, le Body and Mind Reset.
Et du coup, ça la motive à enseigner le yoga à ses petits de maternelle. Et ça, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est une excellente idée. Les petits, les enfants en général adorent le yoga, adorent bouger comme ça. Et en plus, bah, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ce podcast, ce qui est un truc qui est cool, c'est que dans le yoga, il y a plein de postures avec des noms d'animaux, avec des trucs. Vas-y, fais le serpent, vas-y, fais le chat, fais la vache, fais le chameau, fais l'arbre, fais le pont. Et, ça marche très bien forcément avec les petits, avec les enfants. Et c'est aussi un super moyen de les faire bouger, de leur apprendre aussi à observer un peu leurs ressentis. À Bon, on va pas faire des séances trop longues, on va pas faire, de la méditation, trop importante, mais commencer à observer la respiration et à se familiariser avec son corps. C'est un super, super moyen. Donc c'est cool, je trouve ça très bien, très bien. Question suivante, as-tu des conseils pour appliquer une routine yoga détente, lâcher prise le soir avant d'aller dormir? J'arrive bien le matin à instaurer une routine yoga de quelques minutes car je sens que mon corps me réclame des étirements et du mouvement. Mais pour le soir, j'ai encore un peu de mal à identifier ce dont a besoin mon corps. Par contre, je sens bien que le mental a besoin de déconnecter. J'aimerais apprendre petit à petit à trouver des postures qui pourraient faciliter l'endormissement et faire taire le mental qui est parfois bien excité. Merci. Alors, don't I have something for you? Évidemment. Évidemment, j'ai ce que je vous rabâche les oreilles avec. Rabâche les oreilles, non. Rebats les oreilles avec. Bref, je sais plus. En tout cas, le guide 7 jours pour un meilleur sommeil, je vais mettre à nouveau le lien dans les notes de l'émission. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce sont des postures, des mini routines avec des postures qui peuvent faciliter l'endormissement, qui peuvent aussi un peu faire décélérer le mental avant d'aller au lit, ce qui est super important d'avoir cette période de transition entre l'activité, la stimulation de la journée et ensuite le sommeil, le coucher, hein, quelque chose d'un peu plus calme. Si on passe de la surstimulation à je m'allonge dans mon lit et j'espère que mon cerveau va s'éteindre, on est mal barré. Donc on veut avoir cette décélération, vraiment ce ralentissement progressif le soir. Et donc il y a plusieurs moyens de faire ça, mais un des moyens qui est évidemment, vraiment qui cible vraiment ça va être des routines, des petites postures de yoga, des exercices de respiration pour détendre le système nerveux. Et donc j'en partage plein et plein d'astuces aussi autour du sommeil, autour d'améliorer sa routine, du soir et du matin d'ailleurs, parce qu'un bon sommeil, ça se prépare le matin même. Dans ce guide, le guide gratuit de 7 jours pour un meilleur sommeil. Donc je vous encourage fortement à aller y jeter un œil, à le télécharger, parce que ça vous donnera exactement ça. Après c'est plus difficile, je trouve, d'établir une routine le soir parce qu'on a toujours quelque chose à faire, on est fatigué, donc on a juste envie de végéter dans le canapé. Voilà, le matin, je trouve que c'est plus facile parce que on peut se lever et on a de toute façon en général une petite routine le matin. Le travail n'a pas encore commencé, les demandes et les attentes des autres envers nous ne sont pas encore arrivées jusqu'à nous. En général, sauf si on a bien sûr des enfants, c'est quelque chose quelque chose un peu différent. Mais voilà, le matin, si en plus on garde son téléphone en mode avion pendant quelques temps et que on se donne ce temps-là pour faire sa routine, ça va, c'est pas trop difficile de caler une petite routine. Le soir, vu qu'on est parti dans notre lancée et on a un peu bah, toutes les activités de la journée qui débordent un peu sur notre routine du soir. Et puis il y a la fatigue, évidemment, qui fait que la volonté est aussi un peu plus délicate. Donc c'est plus difficile. Mais ce que j'aime bien faire, ce qu'on peut envisager à ce moment-là, c'est d'aller un petit peu à rebours. Donc à quelle heure est-ce qu'on veut aller au lit? Ok, on décide par exemple, disons 22 heures. Et qu'est-ce qu'on aimerait caser avant et combien de temps est-ce qu'il est réaliste d'y consacrer?
On peut aussi, penser à qu'est-ce qu'on ne veut plus faire aussi le soir, de quoi on aimerait se débarrasser. Par exemple, aller au lit à 22h, mais passer 45 minutes sur le téléphone à doom scroller et à s'énerver sur Twitter. Voilà. Par exemple, c'est un truc que je faisais autrefois. Donc ça, je voulais plus le faire. Donc, ok, comment je peux me débarrasser de ça? Bah, à la place, je peux lire. À la place, je peux faire un petit jeu qui me détend l'esprit, mais qui me permet de penser à pas mes soucis. Donc voilà, il y a plusieurs questions comme ça qu'on peut se poser pour commencer à bâtir sa petite routine optimale avant d'aller se coucher et s'assurer d'avoir justement ce temps de décélération dont je parlais tout à l'heure. Puis la routine, ça peut être du journaling, un petit moment de réflexion sur sa journée, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga relaxant. En tout cas, il y a pas besoin de faire quelque chose de plus de 10, 15, 20 minutes. Voilà, en tout, pour commencer à avoir une petite zone de tampon comme ça entre la journée et le soir. Après évidemment, il y a toutes les choses dont je parle dans le guide pour, un meilleur sommeil, mais toutes ces histoires d'éviter d'avoir des lumières trop fortes, d'éviter les écrans, d'éviter de manger trop, d'éviter de faire du sport intense avant d'aller dormir et cetera et cetera. Donc voilà, il y a plein de petits leviers sur lesquels on peut agir pour, améliorer le sommeil et avoir ce mental qui nous permet de mieux dormir. Question suivante. Dans un de tes podcasts sur les principes du yoga, tu parlais de la peur de manquer. Ça me parle assez, surtout dernièrement en voyage entre mon pays de résidence actuelle et familiale. J'ai l'impression de courir un peu tout le temps à droite, à gauche pour profiter à fond tant que c'est possible. C'est à la fois très stimulant car on fait beaucoup de choses, mais ça a aussi un aspect un peu boulimique, notamment sur la nourriture. Genre oui, mangeons plein de croissants au beurre tant que c'est possible. Mais un peu pour tous les aspects du voyage. Des idées pour trouver un juste milieu entre carpe diem et se reposer. Alors, effectivement, c'est intense ce genre de voyage où on voit toute la famille, etc. On fait plein de choses. C'est intense, mais c'est temporaire. Donc, si ça te fait du bien, vas-y à fond, carpe diem. Mais si tu si tu me poses cette question-là, j'ai le sentiment que du coup, ça fait pas tant de bien que ça. Tu as l'impression que c'est peut-être un peu trop intense et que ça devient pas très sain, pas seulement parce que, tu manges ton poids en croissant au beurre, mais parce que voilà, c'est épuisant et c'est trop et c'est effectivement ça rejoint exactement, comme tu le dis, cette peur de manquer, ce santosha, cette incapacité à être satisfait, à se dire: «OK, j'ai fait assez, non, il faut toujours en faire plus, il faut s'assurer de profiter à fond tant que c'est possible», comme tu dis. Donc si on reprend ton exemple du croissant au beurre qu'on peut du coup élargir aux autres, aspects du voyage, il y a des questions que tu peux te poser. C'est par exemple, est-ce que tu retires autant de plaisir du 4e croissant que du 1er? Donc est-ce que tu retires autant de plaisir du 4e croissant, mais des visites et des trucs et des machins? Hem, est-ce que tu ouais, est-ce que toutes ces visites et est-ce que toute cette bouffe et est-ce que tout ça, est-ce que il est possible d'en avoir moins et sans diminuer en fait la dose de plaisir, de joie, de l'expérience? Et tu peux te demander: «Ah, qu'est-ce que tu regretteras de ne pas avoir fait? Qu'est-ce que tu regretteras d'avoir fait?» Par exemple, trop de visites qui t'ont épuisé et qui t'ont empêché de profiter pleinement du reste du voyage, si tu vois ce que je veux dire. Par rapport à ce croissant, en fait, c'est un truc que j'avais entendu de part plutôt des coachs nutrition et perte de poids, perte de gras, heu, par rapport au fait que, par exemple, quand on mange de la glace ou des croissants au beurre, Heu, la 1re, la 1re cuillère nous donne beaucoup de plaisir. La 10e, beaucoup moins. Au bout d'un moment, on mange plus par
automatisme, par c'est plus que de la gourmandise, en fait. C'est juste, on continue à manger parce que on recherche un peu presque le high de cette première cuillère. Enfin, il y a quelque chose à dire au sujet de la modération, en fait. Est-ce qu'effectivement, ma 10e cuillère de glace, elle me donne toujours autant de plaisir que la première? Probablement pas. Elle me rend un peu malade. Voilà, elle est moins plaisante. Je la mange plus par automatisme parce que j'ai toujours le pot de glace sous moi. Mais ça me donne plus autant de bienfaits, de plaisir. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de tes croissants au beurre et heu et ça peut s'appliquer effectivement à tout ce genre d'expérience que tu fais pendant ton voyage. Donc réfléchis un peu à ça, à quand tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu regretteras de ne pas avoir fait? Qu'est-ce que tu regretteras d'avoir fait? Est-ce qu'il y a moyen de trouver un juste milieu pour avoir le plus de bonnes expériences possibles, mais sans, du coup, t'épuiser complètement, au point d'être tellement épuisé que tu passes même plus du temps de qualité avec ta famille, par exemple. Avec ma mère et ma petite sœur, là, pendant notre semaine de vacances, on avait décidé de faire, un jour d'activité et un jour de chill au bord de la piscine. De d'alterner comme ça, pour avoir un bon équilibre justement entre stimulation et repos. Finalement, on a même préféré ajouter un jour de repos parce que voilà, on en avait envie. Il y avait pas grand-chose à faire finalement autour du trou perdu dans lequel on était et puis ça nous allait très bien comme ça parce que rien que le fait de chill au bord de la piscine, c'est pas exactement une activité qu'on fait, le reste du temps, le reste de l'année. Donc il y avait aussi ce côté, ce côté nouveau. Donc on a préféré faire ça. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne stratégie. On s'est décidé là-dessus, dès le premier jour et c'était très bien, c'était très cool. On était tous sur la même longueur d'onde, d'avoir envie justement de cet équilibre aussi. De pas se dire, «Ah, on aurait pu visiter, 50 châteaux, aux quoi. Au bout d'un moment, on est là pour se reposer aussi. Donc voilà, se poser ce genre de questions. Je sais pas si ça t'éclairera, n'hésite pas à m'en reparler. Et on arrive à la dernière question. Le yoga a beaucoup de bienfaits directs, ressenti du corps, méditation, étirement, etc. Mais est-ce que l'effet placebo du yoga est également important? Autrement dit, si je fais une séance et que je ne crois pas à ces bienfaits, est-ce que je vais les avoir quand même? Est-ce qu'il y a des études sur le sujet? N'est-ce pas une question intéressante ça? Alors j'adore bien sûr toutes les questions autour de l'effet placebo. Ça rejoint beaucoup ce dont je parlais dans le podcast de cette semaine d'ailleurs. Hem, je dirais, pour répondre à ta question, que tu vas avoir des bienfaits si tu fais une séance sans croire à ces bienfaits. Tu vas en avoir, mais sans doute pas autant et sans doute vraiment pas autant que si tu es convaincu que ça va te faire du bien. Parce que nos attentes influencent beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on obtient. Il y a eu, il y a eu des études, pas spécifiquement sur le yoga à ma connaissance, j'avoue que je suis pas allée chercher non plus, mais en même temps des études et des études de qualité sur le yoga, il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu, notamment parce que quoi? Bah, parce que c'est difficile en fait, de contrôler, ouais, de contrôler, d'avoir un groupe de contrôle en fait. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans en fait, sinon je vais me perdre. Mais en gros, il y a énormément d'études qui sont faites sur nos attentes et sur le pouvoir du cerveau, en fait, surtout au XXe siècle, ça a vraiment explosé. Ce genre d'études, on s'est rendu compte du pouvoir du cerveau et de l'effet placebo, etc. Donc j'en parle beaucoup dans le podcast de mardi. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, c'est le podcast juste avant celui-ci, le numéro 58, il me semble, sur le cerveau, notre meilleur allié pour bien vieillir. Euh, mais dans les études qui ont été faites, par exemple, on a, on a des études qui ont montré que si 2 patients reçoivent le même traitement du même docteur, mais que c'est juste l'attitude du docteur qui change, ça va avoir une influence sur l'efficacité du traitement. Donc c'est un petit peu le même principe ici. Si tu crois pas
aux bienfaits du yoga, il y a aussi une possibilité que tu vas pas non plus faire les choses aussi sérieusement. C'est-à-dire que tu vas physiquement étirer tes muscles, ce qui est bien, voilà, tu vas avoir les effets peut-être purement, physiques, mais tu vas pas nécessairement autant prêter attention à ta respiration, à ton ressenti, donc tu auras moins de ces bienfaits liés à la relaxation. Heu c'est ma théorie, c'est mon hypothèse sur la question. Évidemment, comme dit, il y a pas d'études, spécifiquement faites là-dessus et il y a pas de voilà, moi j'ai pas fait cette expérience non plus, mais je pense que ça va jouer à ce niveau-là, pas mal. Et un niveau beaucoup plus profond aussi parce que ouais, en règle générale, si on s'attend à ce que quelque chose fonctionne, il va fonctionner. Enfin, en tout cas, il aura beaucoup plus de chances de fonctionner que, si on n'y croit pas du tout que si on n'y croit pas du tout et donc ça là, c'est toute l'histoire autour de l'effet placebo ou par exemple avec l'homéopathie, qui on sait qu'il y a rien, il y a aucun principe actif dans l'homéopathie, mais vous allez avoir, combien de vos tantes, vous ont dit: «Mais si, si, moi j'ai pris l'homéopathie et ça a complètement fonctionné, ça a changé ma vie». Heu, ou même parfois des gens donnent un traitement homéopathique à leurs animaux et ça aide les animaux, rien que parce que l'attitude de la personne qui croit en l'homéopathie, qui donne à son animal, à son chien de l'homéopathie, voilà, ça fait en sorte que le chien, il sent qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui et cetera et puis ouf et l'effet placebo fonctionne. Donc c'est vraiment incroyable. Ouais, je pourrais en parler des heures de l'effet placebo et du pouvoir de notre cerveau là-dessus. Et comme je disais d'ailleurs dans le podcast de mardi, c'est pour ça que j'accorde autant d'importance, je mets autant de focus sur le fait de vous donner à mes clients, de vous donner même, à travers le podcast et mes posts sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas mes clients, mais encore plus si vous êtes mes clients évidemment, c'est plus facile pour moi de faire ça. De vous donner confiance en fait, en vous, en votre corps, votre capacité à à guérir, en votre capacité à bâtir des bonnes habitudes, à bâtir une confiance en votre corps en général à travers le yoga, à travers des routines self-care, parce que avoir ce genre de conviction, ce genre de croyance en soi, c'est, vraiment fondamental. Ça change complètement l'expérience de la vie. Donc je suis partie complètement à côté de la question, mais c'est important de le dire quand même. Donc voilà, je pense que oui, le yoga a beaucoup de bienfaits, directs, purement physiques qu'on peut avoir même si on n'y croit pas. Mais mais si on fait une séance de yoga en se disant, enfin c'est de la connerie, je vois pas pourquoi on ferait ça d'ailleurs, mais disons qu'on a été forcé à aller dans une séance de yoga, heu, on va quand même ressentir des bienfaits et parfois suffisamment pour changer d'avis, mais mais c'est les séances suivantes, je pense, quand on commence à vraiment y croire et à vraiment sentir les bienfaits, que les bienfaits sont du coup décuplés parce que maintenant on fait vraiment attention, maintenant on respire bien, maintenant et cetera. Donc voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une excellente, reste de journée, un excellent reste de journée. Je vous dis à très bientôt. Envoyez-moi vos questions, continuez comme ça, c'est trop bien vos questions et passez une excellente journée. Je vous souhaite, encore une bonne journée. Ça fait 5 fois à la suite, et je m'en vais. À très bientôt. Bye bye.